Bienvenue à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Augustin Valero. Je vais vous présenter aujourd'hui la 9e étude sur les télétrompeurs. N'hésitez pas à mettre sur le chat des petits bonjours. Giuseppina, merci. J'ai avec moi également Loïc Douillard, mon associé, qui va être le modérateur et qui nous aidera en mettant des liens et des petits commentaires et à reprendre vos commentaires sur le chat. Bon, je vois que vous êtes nombreux à être là, super. Le son est bon. On m'a dit que c'était bon avec les petits doigts comme ça. C'est génial. En plus, on a une belle animation aujourd'hui. Je vous laisse arriver tranquillement. Vous arrivez tous. Il y a pas mal de gens qui se connectent encore. Nous allons être très nombreux. Et donc, j'ai ce grand plaisir de vous présenter aujourd'hui cette 9e étude. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'étude, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà depuis 1989 qu'avec Florian Mentionne et Loïc Duvier un peu plus tard, bien sûr, nous avons lancé ces séries d'études et ça va être sympa de voir aujourd'hui pourquoi, en tout cas, comment les habitudes des candidats ont pu évoluer. Alors, dans l'histoire de l'étude sur les télétrompeurs, ce que je vais vous raconter d'abord, c'est que la première fois que Florian Mentionne a décidé de lancer une étude, c'est simplement parce qu'il était face à un candidat lors d'un recrutement, et ce même candidat a annoncé sur son CV qu'il était diplômé de Sup de Toulouse de l'année 72. Ça tombe bien, c'était l'année de Florian Mentionne, et bien évidemment, il ne l'avait jamais vu dans les bancs de l'école. Donc ça a été vraiment la décision pour lancer cette première étude et, euh, et, et ça nous a permis de voir cette évolution, comme je vous le disais, au travers le temps. Merci Bernard Montanari qui me dit le bonjour et qui en plus me souhaite une bonne présentation. Écoutez, bonjour à tous encore une fois et j'espère qu'on va prendre du plaisir à étudier cette nouvelle étude ensemble. Allez, une rapide présentation quand même du cabinet et des associés, puisque bien sûr je me suis présenté, mais vous le verrez dans le chat, il y a également mon associé Loïc Douillère qui dirige le cabinet avec moi, ainsi que Florian Mentionne, qui est donc le fondateur du cabinet et qui est donc notre, on va dire, le premier recruteur à avoir mené cette enquête-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si avec le temps, et notamment l'étude que nous avions fait, la 8e étude, où nous avions pu sortir un livre, le livre noir des télétrompeurs, que beaucoup d'entre vous connaissent, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a plus de moyens, forcément, il y a Internet, vous avez les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui, pour un recruteur, a priori, ce serait plus simple de vérifier ce qui se passe sur un CV. Eh bien, en réalité, euh, je ne sais pas, on va le voir. Sont-ils meilleurs aujourd'hui qu'en 2022? Également, ce que vous devez savoir, c'est que cette étude, elle a également aussi été reprise, ces différentes études, dans la presse. Donc, pour accéder, alors, d'une part, le livre noir, Loïc est en train de mettre le lien sur le chat, mais pour accéder aux différents articles et à toute la presse qui est vraiment assez importante sur nos différentes études, il vous suffit de vous connecter sur notre site internet et vous verrez sur le blog que nous avons beaucoup, beaucoup d'articles. On est même passé au journal sur TF1 avec Laurent Delahousse. Et donc voilà, vous aurez accès à toutes ces vidéos. Ce sont des vidéos cultes pour nous et elles sont à disposition euh, sur le chat. Ah, je vois qu'il y a Laurent Macron. J'ai failli me faire avoir. Bonjour Laurent. Alors, tout d'abord, on va d'abord donner quelques éléments une définition de ce que c'est qu'un CV trompeur. Notre définition à nous, elle est tout simplement qu'un CV trompeur l'est s'il ne reflète pas l'exacte vérité, tant sur la forme que sur le fond. Okay, donc, aujourd'hui, il y a un CV est toujours rédigé de la même manière, avec des éléments de fond et des éléments de forme, mais même si ce n'est que sur la forme, il peut être trompeur. Okay, donc voilà notre première définition de ce que c'est qu'un CV trompeur. Ça ne veut pas dire qu'un CV qui est trompeur l'est volontairement, ça ne veut pas dire qu'il est volontairement composé d'éléments mensongers, mais à vous de le savoir. S'il n'est pas fidèle à la réalité de manière exacte, ça veut dire qu'il est trompeur. Pour également vous présenter la méthode d'administration de notre étude, sachez que nous avons eu 348 réponses au questionnaire avec
une composition aussi du côté des recruteurs de managers, de responsables RH et professionnels de la ressource humaine dans l'entreprise, mais aussi des directeurs, puisque le directeur fait lui-même aussi ses propres recrutements dans l'entreprise, en tout cas dans les PME et les TPE. Nous avons eu une grande part d'échantillons de cadres assez importants, avec 45% des répondants, et la tranche d'âge moyenne se situe entre 40 et 60 ans. Et ce sont les personnes actives, en fait, qui ciblent également aussi notre marché à nous du recrutement. Alors, on va passer maintenant au premier élément important, et ce slide, nous l'avons largement diffusé. Hein, et vous savez que ça fait déjà quelques semaines que l'on communique sur la publication de cette étude aujourd'hui. Donc, sachez que 88% des recruteurs, pardon, des candidats, excusez-moi, estiment normal d'arranger leur CV. Alors, c'est un chiffre assez important et il est dans la continuité des précédentes études. Clairement, les choses ne se sont pas arrangées de ce niveau-là. On considère normal et en plus, on a une nouvelle approche, c'est-à-dire qu'avec les nouveaux outils digitaux et avec les nouvelles habitudes des recruteurs, on observe ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire qu'on applique les outils marketing qui sont utilisés dans les services ou des produits, mais plutôt pour se vendre soi-même et modifier son image sur le marché de l'emploi. Merci Patrick Thibault, je te passe un grand bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, mais merci pour ton petit commentaire très, très sympa. Alors, je voulais également vous dire que 2 tiers des candidats déclarent avoir modifié volontairement une information sur un CV. Donc, 88% pensent que c'est normal, et ça veut dire que, et 2 tiers derrière qui l'ont fait. Donc, vraiment, on est dans une tendance on est dans la continuité, peut-être même une légère hausse par rapport aux précédentes études. Alors, ce qu'arrangent les candidats, et ce que l'on voit le plus souvent, et c'est assez intéressant, c'est la suppression d'informations. Vous avez des personnes qui considèrent qu'une information doit être cachée. On en parlera de manière un peu plus approfondie. Ça peut être une expérience, ça peut être un diplôme. Comme dit Loïc, la tromperie peut être l'arrangement inconscient au mensonge, l'arrangement inconscient au mensonge volontaire, clairement. Donc, on est sur un sujet où on a l'impression que la tromperie serait forcément volontaire et consciente. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des tromperies qui sont parfois même involontaires. On a des modifications également au niveau des ajouts d'une information, ou alors on modifie une information existante. On va voir lesquelles. On peut parler par exemple aussi d'un titre de poste. Ce slide est intéressant parce que si on parle des diplômes, on voit que 20,6% des candidats disent avoir supprimé un diplôme. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a peur d'être catalogué comme surdiplômé ou sous-diplômé. Et j'ai vu très souvent des candidats qui ont fait une thèse et qui l'ont cachée parce qu'il y a eu une reconversion derrière et pour ne pas faire peur, ou des gens qui étaient surdiplômés enlevaient un diplôme trop important par rapport à un poste. Et donc, c'est vraiment le problème d'assumer sa propre reconversion. Hein, ça, c'est un véritable sujet. Et aussi, il arrive, et ça c'est écrit dans le slide, qu'on veuille arranger un diplôme. Moi-même, j'ai fait, lors de mes études, un ESS qui est devenu entre-temps un master. Donc, pour faire plus moderne, pour faire plus jeune, on ne mettra pas d'ESS, mais master 2. Donc, bon, c'est une pratique habituelle, mais qui, en fin de compte, nous laisse croire que la personne est plus jeune que ce qu'elle l'est réellement. Voilà. Alors, Aurélie disait qu'il y a des suppressions conscientes, par exemple, un emploi qui n'a aucun intérêt. C'est exactement ça. On peut partir du principe que l'expérience que nous avions n'a rien à voir avec le poste, on n'apportera rien, donc c'est ce qui fait qu'on va supprimer une information. Je ne dis pas que c'est mal, mais je ne dis pas non plus que c'est une bonne chose, parce que tout dépend de la manière dont on assume ces changements-là et comment on les explique. Continuons sur les classements, notamment sur les postes occupés. Vous savez que lorsqu'on occupe une fonction, on peut avoir tendance à supprimer, modifier ou ajouter quelque chose. Donc, tout d'abord, le temps passé dans l'entreprise. Et ça, Loïc vous le rappellera, vous avez intérêt à pinailler avec vos candidats parce que une expérience qui dure entre décembre
2019 et janvier 2022, ce n'est pas une expérience de 3 ans en fait. Hein, c'est 2 ans parce que finalement, on a une expérience à cheval sur 3 ans, mais qui en réalité correspond à 1 an et 2 mois d'expérience. Donc on joue beaucoup là-dessus. On met également aussi des dates année entière pour justement cacher la précision sur le nombre de mois réalisés dans un poste. Voilà. Également, vous avez les responsabilités. Je ne connais pas beaucoup de CV où on va amoindrir les responsabilités. En revanche, on ajoute des responsabilités sur les projets, sur les missions réalisées. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être toujours majoré et toujours dans cette idée de personal branding que l'on retrouve. On améliore un peu son profil. Et puis enfin, ça peut être plus grave, l'intitulé du poste. Ça, c'est quelque chose qui est gênant parce que si on me dit je suis directeur commercial, eh bien, moi, je pars du principe que j'ai affaire à un directeur commercial. Alors qu'en réalité, vous pouvez être chef d'équipe ou responsable commercial ou tout simplement manager. Donc, ça, c'est quand même des choses qui sont importantes à bien repérer. Et sachez que le palmarès pour l'instant, c'est d'abord le temps, ensuite les responsabilités et puis l'intitulé du poste. Alors, continuons maintenant sur les modifications relatives aux performances. Alors, nous avons voulu cette année introduire cette notion-là de performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, la performance est quelque chose que l'on peut difficilement mesurer sur un CV et les candidats le savent. Je vais prendre un exemple. J'imagine que vous avez tous reçu déjà des CV de commerciaux. J'ai jamais vu un commercial qui disait on a fait moins d'affaires entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti. Très souvent, au contraire, le candidat va rajouter du chiffre d'affaires, s'attribuer un chiffre d'affaires peut-être pas réalisé par lui. Et donc, on a voulu mesurer cela. Donc, tout d'abord, le chiffre d'affaires dans le palmarès de ce qui est modifié. Le volume de travail aussi. Alors, en volume de travail, on parlait de quantité d'espace géographique, voilà. Et le budget géré. Dans certains métiers, on gère des budgets et on a tendance à rajouter les montants, soit pour un directeur financier ou un responsable marketing, voilà. Bon, je vois qu'il y a déjà des débats qui se font au niveau du chat, notamment sur la notion internationale aussi, et vos comparaisons entre les différents CV. Sachez que si vous prenez un CV en Allemagne, il va être complété d'un dossier très complet avec des diplômes, les bulletins de salaire. Chaque pays a ses propres habitudes. Alors, continuons maintenant sur les langues. Alors, bien évidemment, ça, c'est vraiment un grand classique. Et vous le voyez sur les CV des candidats. Et moi, je le vois en entretien hein, très souvent. On me dit, bon, finalement, je n'aurais pas dû le mettre. L'espagnol, je ne le maîtrise pas. J'ai vraiment un espagnol scolaire. Donc, clairement, aujourd'hui, les langues sont un véritable problème à évaluer sur un CV. Tout simplement parce que 61% des candidats ne connaissent pas leur réel niveau, et y compris par rapport à un poste. Est-ce que le poste dans lequel on me demande d'avoir un certain niveau de langue demande un niveau courant, un niveau pro, un niveau écrit? Voilà, ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours très précises dans les annonces, et du coup, les candidats ont du mal à savoir s'ils correspondent ou pas à cela. Donc, il se peut aussi que la langue ait été apprise dans le passé et que du coup, on ait oublié un petit peu son propre niveau de compétence. Et aussi, et ça on me le dit très souvent en entretien, Monsieur Valero, moi je pense que je peux, en prenant quelques cours ou en me formant, améliorer mon niveau. Dans ce cas-là, moi ce que je vous dirais, c'est soyez transparent, indiquez-le, je suis en train de me former ou je vais me former. Ce n'est pas la peine de raconter des histoires parce que vous avez perdu du temps. Si la fonction demande une bonne maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol ou une autre langue, il faut que cela corresponde à vos véritables compétences. Ouais, Loïc, c'est vrai, oui. Podemos hablar en espagnol, si queréis, hein, si vous voulez. Je vous la fais en espagnol, c'est un peu plus facile pour moi. Je sais que Loïc s'occupe de l'anglais en général. Voilà, ça vous fait bien rire. Si, cadeau. Bon, écoutez, c'est promis. Si on a du succès au niveau international, je vous la fais en espagnol la prochaine fois. Allez, on continue sur les éléments de modification. Ça y est, vous allumez là-dessus. Alors, l'aspect informatique. Vous le savez tous, c'est très compliqué à partir d'un CV de savoir quel est le niveau d'informatique d'un candidat, sauf s'il y a certains mots-clés et certains métiers, évidemment, une école correspond à un domaine de compétences et les langages et tout ça.
bien évidemment. Mais il y a aussi l'usage de l'informatique classique. On a eu le cas de candidats qui arrivent à l'entretien où il est très clairement défini quand on demande une maîtrise du pack office ou des outils collaboratifs de Google. Eh bien, en fait, il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui se surestiment sur l'utilisation de ces logiciels. Donc, tout d'abord parce qu'on pense pouvoir s'adapter, c'est le premier point. Ensuite, parce qu'ils pensent que la pratique suffit et que vu ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise, ce sera suffisant. Hein, ça, c'est important. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on a à peu près 50% modifient en parallèle leur niveau de maîtrise des réseaux sociaux pour faire moderne. Alors que ça, c'est très facile à vérifier. Je vérifie un profil en allant sur LinkedIn ou ailleurs et je vois ses derniers posts, ses commentaires, est-ce que c'est quelqu'un qui est actif ou pas. Et malheureusement, quand vous mettez le petit logo LinkedIn ou Facebook sur votre CV, pensez à avoir une réelle activité parce que pour un recruteur, ce sera très très facile. Eh bien, 50% déclarent le faire. Donc, bon, c'est assez important et donc vous avez intérêt à être très vigilant. Je m'adresse ici aux recruteurs, mais aussi aux candidats que vous êtes, hein, parce que tout recruteur a été candidat, et bien évidemment, on n'a pas un discours que côté recruteur. D'ailleurs, là, on est en train d'expliquer ce que disent les candidats. 41,6% estiment normal d'ajuster leur rémunération par rapport à l'annonce. Et ça, c'est un sujet, la rémunération, qui va plutôt être traité souvent au niveau du dossier de candidature, rarement sur le CV, mais dès que le candidat rentre dans la boucle du recrutement et qu'on commence à aller un petit peu plus loin dans la recherche, on va se rendre compte que très souvent, ils modifient réellement leur niveau de rémunération, soit en utilisant comme référent la meilleure rémunération passée et obtenue, soit en créant une confusion entre la rémunération fixe et la rémunération variable, soit en incluant des avantages. L'avantage, ça peut être le véhicule, ça peut être également les tickets restaurants, ça peut être un logement. Donc, tout ça peut faire un package global. Mais lorsque j'annonce un montant, si j'annonce 60 kg € annuel brut, pour moi, en tant que recruteur, c'est du salaire fixe et éventuellement, je peux rajouter un commentaire sur la partie variable. Alors, Cordula nous dit, je trouve qu'en termes de rémunération, ça n'est pas un sujet car la majorité des employeurs ne veulent jamais payer le vrai prix. Alors oui, c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est que les recruteurs ne mettent que très rarement le niveau de rémunération sur l'annonce. Et pour moi, c'est dommage. Et donc, je reviendrai sur Gérard tout à l'heure. C'est dommage parce qu'on ne donne pas les bonnes indications aux candidats, en effet. Et je suis d'accord avec vous. Et Gérard Martinez qui différencie le catalan et l'espagnol, je suis d'accord. Et en plus, je suis de Madrid, donc ça tombe bien. On en reparlera tous les deux. Alors, Lucie qui nous explique également que c'est un sujet tabou. Oui, c'est un sujet tabou et des deux côtés. Et c'est dommage. Aux USA, on n'a aucune difficulté à dire ce que l'on veut gagner et ce que l'on gagne. Et c'est dommage parce que, en effet, on perd du temps. J'ai le cas aujourd'hui avec pas mal de postes qui sont en difficulté. On me dit souvent, Augustin, j'arrive pas à trouver, soit dans l'informatique, soit à des fonctions commerciales. Et la première question, c'est est-ce qu'on est dans le marché? Est-ce qu'on est en train de bien rémunérer les gens? Bon, là, on s'est éloigné un peu de la présentation, mais vous avez tout à fait raison. Les employeurs ne sont pas très clairs sur la rémunération et les candidats, ben, ça les arrange et ils font comme ils pensent être le mieux pour eux-mêmes. En fait. Voilà. Continuons sur les références professionnelles. Aujourd'hui, c'est un élément important parce que de plus en plus, vous allez contrôler les références annoncé par un candidat sur un CV. Et il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous le faites de manière très très sérieuse et vous prenez le temps de contacter les précédents employeurs du candidat, soit vous regardez sur Internet des références à partir des réseaux sociaux, à partir de ce qui a pu être dit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on vous donne une référence, lorsque le candidat de lui-même vous met en relation avec quelqu'un, deux fois sur trois, enfin pardon, 3 fois sur 4, il le fait en s'arrangeant avec la personne qui va être contactée. On vous envoie toujours la personne qui aura la meilleure image de soi, et c'est normal, c'est de bonne guerre. Maintenant, mon conseil,
c'est lorsque vous demandez à quelqu'un, à un référent pro, comment ça s'est passé avec ce candidat, vous avez plutôt intérêt à dire, ça c'est, non pas comment ça s'est passé, mais est-ce que c'est quelqu'un qui était bien à ce poste telle à telle date? Est-ce qu'il occupait, est-ce qu'il avait un tel niveau de management? Voilà, je m'arrête sur des choses factuelles qui sont annoncées sur le CV. Je ne sais pas savoir si c'était bien ou pas bien, ou une bonne personne ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est des choses claires et précises. Est-ce qu'il était directeur commercial ou chef de secteur? Ce n'est pas la même chose. Voilà. Oui, Jacques nous dit, attention, pour les références, il faut les demander. Alors, il faut les demander, il faut surtout annoncer dans vos process de recrutement, et là, c'est conforme à la loi, que si le candidat entre dans le process, vous êtes susceptible de contacter des personnes pour vérifier les références professionnelles. Ça, il faut l'annoncer. Et c'est ce que vient d'écrire Loïc, hein, qui vient de répéter exactement ce que je viens de dire. Il faut informer le candidat, puisque si on l'indique sur la procédure de recrutement, et puis à partir de là, il n'y a aucune difficulté, on a le droit de faire des vérifications. Alors, qu'est-ce qu'on modifie de plus en plus? Les petites nouveautés, c'est les mots-clés. Pour être mieux référencé sur les ATS, les ATS sont des outils pour gérer des candidatures, pour gérer des CVT et diffuser des offres d'emploi, mais aussi pour coller aux technologies comme les IA, c'est-à-dire des intelligences artificielles. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans les commentaires des candidats qui revient de plus en plus. Ils ont tendance à vouloir utiliser des mots-clés qui sont dans qui auront plus de chances d'être tapés par des recruteurs sur les CVTech ou sur les réseaux sociaux. Les centres d'intérêt et activités extra-professionnelles sont aussi un élément que l'on retrouve souvent et très souvent modifié pour se mettre en valeur et montrer des compétences au-delà de ce qu'on pourrait avoir réellement. Et enfin, et c'est très normal, on voit de plus en plus de suppression d'informations qui pourraient paraître discriminatoires, telles que l'âge, l'adresse, voilà, je passe les enfants ou autre. Donc ça, c'est quand même tout à fait normal. Et c'est normal qu'aujourd'hui, la loi protège le candidat là-dessus et ils le savent. Donc on met de moins en moins l'adresse et l'âge lorsque le candidat a une offre d'emploi sur son CV. Alors, l'utilisation des différents CV. Alors ça, c'est un sujet aussi qui est à la mode et que l'on met nous-mêmes en place lorsque on travaille avec des candidats, qu'on accompagne sur des missions d'outplacement, puisque vous savez, le cabinet fait du recrutement, de la formation, mais aussi on fait de l'outplacement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on cherche à s'adapter à l'annonce et moi, ça ne me pose pas de problème. Il faut juste être transparent et sincère. Et aussi pour personnaliser la candidature. Très souvent, à partir d'une offre d'emploi, d'une annonce, d'une culture d'entreprise que l'on a pu percevoir au travers d'informations que nous envoient les entreprises, eh bien, je vais essayer de mieux coller à la cible, utiliser des mots-clés qui vont coller au poste. Et aussi, je vais m'appuyer parfois sur un CV plutôt chronologique ou alors par compétence, en fonction de ce que je veux, moi, véhiculer auprès de mon futur employeur. Donc, ça, c'est des choses que les consultants proposent de faire aussi aux candidats. Et donc, 63% des candidats le disent clairement, ils utilisent différents types de CV et différentes formes de CV. Alors, je sais qu'il y a un débat autour de l'accord écrit, et donc, clairement, je reviens là-dessus, hein, mais il est important de savoir qu'on peut vérifier les références et demander des documents à un candidat pour vérifier les informations qui sont sur un CV, de l'instant où on lui a annoncé en amont sur la procédure. Et au sein du Florian Manson Institute, on s'attache à vraiment le faire. Tous nos CV, tous nos candidats ont reçu cette information-là. Alors passons maintenant à ce que nous disent les recruteurs. D'un côté, on a des candidats qui, eux, nous disent que finalement, ils continuent à faire ce qu'ils veulent, à se présenter sous un angle meilleur. Et ils ont peut-être raison, mais surtout, ils ont peut-être raison parce que est-ce que les recruteurs sont meilleurs en 2022? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Pardon. Alors tout d'abord, sachez qu'on s'est occupé de distribuer ce questionnaire auprès de fonctions de direction, puisque les directeurs eux-mêmes d'entreprise et les DG de certaines PME font leur propre recrutement. On a également aussi
au niveau RH, tous les métiers RH dans l'entreprise, et aussi des managers, parce que les managers eux-mêmes font des recrutements. Donc, on a à peu près une bonne répartition sur ces 3 fonctions de recrutement dans l'entreprise. Tout d'abord, à la question, est-ce que vous avez constaté des falsifications sur un CV? Mais vous le voyez ici, on a quand même 62% des recruteurs qui disent avoir déjà constaté des choses fausses sur un CV. Ça, c'est quand même important parce que ça veut dire qu'il y a un usage et il y a une réalité au quotidien. Il y a même, on a des commentaires qu'on a voulu ajouter à cette présentation, on a quand même le cas de véritables faux avec des fausses attestations de travail. Ça a été dit par un DRH. On a également aussi des dates qui sont, comme je le disais tout à l'heure, plus ou moins larges, de manière à combler des trous, à se rajouter de l'expérience. Ça, c'est quelque chose qui est constaté systématiquement, enfin, non, pas systématiquement, mais à hauteur de 62% des profils. Et ça, on le voit régulièrement que l'entretien. Il est difficile de le voir avant. Alors, on introduit une nouvelle notion en matière de recrutement qui est pas mal, c'est la notion de fake. On reviendra après dessus. Alors, tout d'abord, au palmarès, c'est ce qui est falsifié. Tout d'abord, la durée de l'expérience. Ça, c'est clair. On s'arrange, on arrache les dates, on bouche les trous. Hein, c'est ça que l'on constate le plus. Loïc vous le dira, on est très transparent avec nos candidats, tant sur la procédure que sur les conditions du poste, mais on est très exigeant sur la véritable durée des dates. Et c'est vrai qu'on a tout le temps des surprises entre ce qui est annoncé et la réalité. Je prends un exemple. Si vous me dites depuis 2018 sur un CV et que je n'ai pas jusqu'en 2021, vous avez déjà fait une falsification de CV parce que vous me laissez croire que vous êtes toujours en poste. Voilà, c'est ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est mal, que c'est très grave, mais en tant que recruteur, vous avez intérêt à avoir l'œil là-dessus. Aussi, les responsabilités, hein, ou le titre de poste occupé, on revient sur les mêmes déclarations qu'ont fait les candidats tout à l'heure. Ils nous disent, mais nous, on modifie les responsabilités et les titres de poste, mais au palmarès, c'est ce que l'on voit le plus souvent, d'abord la durée, et en deux, les responsabilités. Et puis enfin, le niveau de maîtrise des langues, toujours pareil, ça revient très souvent, et il suffit, comme on l'a fait tout à l'heure, de dire quelques mots en espagnol en ce qui me concerne, pour avoir vos réactions en espagnol. Donc, je sais qu'il y a certains qui maîtrisent très bien. Là. Alors, du coup, moi, mon conseil de recruteur avec Loïc, c'est de vous dire, vérifiez bien les dates, les chiffres et toute information sur un CV. Montez un dossier de candidature systématique. Vous faites écrire de nouveau la chronologie des expériences et des informations. Et vous voyez qu'il y a souvent des décalages. Et encore une fois, moi, j'insiste sur la demande des diplômes, attestations, certificats de travail. Si vous avez été très transparent en amont de la procédure, si vous avez donné des informations sur l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas lors d'une annonce, hein, et que vous êtes très transparent, vous êtes tout à fait en droit d'être très exigeant avec le candidat également aussi. Donc, je pense que c'est un usage qui n'est pas systématique, vous le verrez tout à l'heure, et qui serait quand même important de le faire. Je vois qu'il y a toujours des thématiques juridiques qui sont dans les discussions. Et Fabienne nous fait une très bonne remarque, c'est parce que 62% des CV sont faux, enfin, des recruteurs ont constaté des modifications, que les CV faux. On est d'accord. Hein. Alors, continuons maintenant sur le contrôle des informations. On avait parlé tout à l'heure des vérifications des références. Et il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, les candidats ont tendance à se montrer sous un angle meilleur, évidemment. Donc, alors, je suis en train de lire en même temps, excusez-moi, une question, je vais revenir après sur le slide. Alors, Patrick me demande comment concrètement un employeur peut-il vérifier les dates sans passer par l'accord du candidat? Moi, je pense qu'il faut l'accord du candidat. Alors, il y a en amont une possibilité, c'est de dire en amont de la procédure, nous sommes susceptibles de vérifier les expériences professionnelles, ça c'est clair. Et donc à partir de là, on peut le faire puisqu'on a été clair avec le candidat. Mais vous avez aussi les CV qui se baladent sur Internet, sur les CV Tech, les profils LinkedIn par exemple. Vous allez voir des décalages entre les deux. Mais pour moi, la meilleure façon, c'est d'instaurer un climat de confiance avec le candidat pour justement qu'il nous dise les choses clairement. Et si on avoue avoir arrangé un peu son CV, ça ne me gêne pas, mais je veux le savoir. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est important pour moi.
Toujours pareil pour le contrôle des informations. Donc, 2 tiers des recruteurs disent qu'ils ne font pas de contrôle. Ça, c'est quand même encore une réalité. Et donc, les candidats le savent. Donc, dans ce cas-là, ben, c'est la porte ouverte au risque d'avoir des CV qui sont mensongers. On revient en même temps sur le palmarès des fonctions les plus vérifiées. Alors, quand on est recruteur, qu'est-ce qu'on a tendance à vérifier? Et ce slide est très sympa parce qu'il met un accent, quelque chose qui, j'espère, va vous choquer, c'est qu'on vérifie surtout les fonctions de direction, ça c'est clair, à hauteur de 71,7%. On vérifie également les fonctions marketing et vente, parce qu'on part du principe que les vendeurs, il faut s'en méfier, donc on va vérifier tout cela. Les ressources humaines, on vérifie un peu moins, et encore moins la finance. Alors que la finance est peut-être, en matière de recrutement et en matière de poste, la fonction où on a intérêt à être super clair avec le profil du candidat, quoi. Donc, c'est quand même assez marrant. On va pas vérifier l'ensemble des candidatures, c'est en fonction du type de fonction occupée. Et pour moi, c'est grave de ne pas vérifier les DAF, les RAF, les comptables. Voilà. Ça, c'est un enseignement que nous donne cette étude. Lucie qui nous dit en finance, lors de la période d'essai, on voit vite le niveau. C'est clair, on est d'accord. Mais vous savez que ce webinaire s'appelle Comment éviter la période d'essai. Hein, évidemment, parce que moi, ce que je veux, c'est pas me planter à l'occasion de la période d'essai. Et comme vous l'avez vu, il faut absolument ne pas en arriver là. C'est une perte de temps pour l'entreprise, c'est une perte d'argent pour l'entreprise, mais aussi c'est une perte de temps et d'argent pour le candidat qui va passer un mauvais moment, une mauvaise expérience et qui ne pourra pas la valoriser. Je vois Fabienne qui écrit en matière de thèse de compétences, l'entretien est le meilleur outil. Alors, pour moi, c'est un très bon outil, mais ce n'est pas le seul. Et ça peut être un outil très dangereux parce qu'on est sur du déclaratif. L'entretien bien mené avec des outils d'évaluation, oui. Okay, mais on ne s'arrête pas à tout ce qui est déclaratif. Et après, vous le dites tous derrière, je le vois, hein, Étienne qui nous évoque un moyen de vérifier à partir de justement la mise en situation. Il faut évaluer avec des éclairages complémentaires. J'insiste là-dessus. Mais ça fera l'occasion d'autres webinaires sur l'évaluation des candidats. Et comme le dit Loïc, c'est un jeu de poker menteur. Alors nous, on adore ça hein, parce qu'on est des professionnels, mais soyez très très prudents. La première poignée de main, c'est pas forcément le bon outil pour savoir si c'est un bon profil ou pas. Voilà, faites attention à ça, c'est du déclaratif. Donc soyez très pro et soyez très très vigilants. Ça veut pas dire être suspicieux de manière négative. Ça veut dire soyez pro dans votre métier. Qu'est-ce que l'on voit le plus souvent aussi et qui est vérifié? Donc, c'est les références professionnelles, c'est ce qu'ont mis les recruteurs. Ils vérifient les précédents employeurs, si l'entreprise existe ou pas. Les réseaux sociaux et Google, c'est devenu une pratique commune, et quoi qu'on dise, les gens le font quand même. Et aussi, tout ce qui va être relationnel et connaissance. Vous savez, on me dit, moi, je connais bien un tel promoteur. Voilà, ça tombe bien parce que il m'arrive de connaître bien le domaine d'activité du candidat, et donc quand on m'annonce quelque chose, moi, je le vérifie. Moi, en fait, et Loïc le souligne très très fort et en majuscule, méthodologie professionnelle et respectueuse. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est on est des pros et on peut le faire bien. Donc, les recruteurs donc, mettent en avant la limite de la pratique et du contrôle des références du fait de la complexité. C'est clair que contacter la bonne personne, c'est difficile. Et pour la première fois, et j'ai mis le mot tout à l'heure en gros, le mot fake est apparu. J'ai des recruteurs qui me parlent de fake, à l'instar des fake news. Okay, donc, soyez vigilants et soyez pro. Un autre point important que je souhaite mettre en avant aussi, et là, c'est assez parlant, c'est vous est-il arrivé d'éliminer un candidat suite à une vérification? Et ce qui est fou, c'est qu'on nous dit que non, finalement, c'est dans 93% des cas, les candidats ne sont pas éliminés suite à un constat ou d'une modification ou d'une falsification d'un CV. Donc, ça veut dire que, tout d'abord, l'enseignement que l'on peut tirer de cette étude, c'est que, et ça j'insiste là-dessus, c'est que les procédures ne sont pas systématiques.
C'est très important. Et c'est quelque chose que je veux mettre en avant aujourd'hui. Un grand nombre de recruteurs nous ont dit on ne vérifie pas systématiquement un CV ou les informations qui sont données par rapport à un candidat parce qu'on y va à la tête du client. On le fait en fonction de certains postes et c'est pas parce que je recrute une assistante de direction que je dois être aujourd'hui laxiste là-dessus. C'est très très important. Hein. Et oui, merci à Loïc, remercie Michel pour son expertise d'avocate. C'est important aussi d'apporter aux autres nos connaissances. Et donc, c'est sympa de nous apporter ces éclairages-là. Alors, Fabienne, si 93% n'élimine pas, c'est peut-être parce que c'est pas mensonger. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est. Qu'est-ce qu'un mensonge en fait? Je pense que sur une compétence majeure, ça c'est quelque chose qui va motiver une élimination, mais sur une compétence mineure, on va peut-être pas le faire. Sur un arrangement par rapport à une date, on va peut-être pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut derrière avoir l'information définitive. Dans ce cas-là, ça me va, je trouve ça normal et très professionnel. Moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est justement de ne pas systématiquement mettre en place ces procédures pour vérifier la réalité de ce qui est dit sur un CV. On en reste trop souvent encore aux informations déclarées et à l'entretien d'embauche, qui pour moi n'est pas forcément le meilleur, le meilleur outil. Je vous propose maintenant peut-être de rentrer plus dans l'échange. Vous avez vu pas mal de choses que je fais notre étude. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir votre avis. Est-ce que vous-même avez déjà modifié votre CV? Les gens qui nous écoutent, je suis sûr qu'il je vais avoir plein de oui. Je suis certain que vous l'avez fait et pas forcément avec malice. Hein, qu'est-ce que nous disent nos candidats en fait et nos recruteurs. Alors, je vois qu'il y en a plein qui sont en train de taper. Alors, j'ai une question sur les biais des recruteurs, on va en parler. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont modifié leur propre CV? Je suis en train de voir si vous me répondez là-dessus. Bon, il y a un gros discours sur tout ce qui est fake. Bon, je n'ai pas votre retour là-dessus pour l'instant. Pour revenir à tout ce qui est biais des recruteurs, il suffit de mettre en place une procédure, clairement. Aujourd'hui, lorsque je recrute, j'ai une annonce qui est transparente, je fais les entretiens professionnels, les entretiens d'embauche professionnelle, je vérifie les références, je vérifie les diplômes, je vérifie le certificat de travail, les bulletins de salaire. C'est ça la manière dont je vais éviter les biais. Et je complète mon évaluation par des tests, bien évidemment. OK ? Alors Aurélie, elle m'a répondu, ça y est, oui, quelques modifications sur les dates, notamment en début de carrière. Camille également. Elisabeth nous dit, ben non, parce que je sais que le mensonge va ressortir. C'est vrai, hein, vous avez raison, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Mais sachez que le fait d'arranger votre CV, c'est pas un problème et c'est normal d'avoir une modification un peu à l'instar de ce que je disais tout à l'heure sur la thématique du personal branding. Ce qui est important, c'est de créer une relation de confiance avec les recruteurs. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous, en tant que recruteur, créez cette relation de confiance dès le départ pour justement ne pas avoir en face des gens qui trichent et de la même manière, ou alors faire que ces gens-là s'auto-éliminent et de la même manière, ne mentez pas sur vos CV parce que sincèrement, de plus en plus, ça va ressortir. Que vous ne soyez pas éliminé, c'est une chose, mais les recruteurs ont de plus en plus d'outils pour vérifier, même s'ils ne le font pas de manière systématique. Alors Stéphane, qui est un membre de mon équipe, disait que Stéphane Vidal s'occupe au sein du cabinet des recrutements dans tout ce qui est IT, et donc il a détecté que le candidat qui était à mi-temps, en fait, il a parlé d'un candidat qui était à mi-temps. Quand je lui ai demandé, c'est BS, donc il a été obligé de m'expliquer. Donc parfois, on a des gens qui me disent qu'ils ont un temps plein alors qu'ils sont à mi-temps. C'est vrai. Voilà, on joue sur les dates. Voilà. Donc, Loïc, amusant, tout le monde minimise, comme sur la route. Il a bien raison. Moi, je n'ai pas voulu le faire. Je trouve que vous êtes certainement tous très, très sympas et très transparents, mais que ouais, vous ne le direz pas, franchement. Et c'est tant mieux. En tout cas, ne le faites plus. OK. Par rapport à Lucie qui pose la question sur l'âge. Alors, l'âge, vous n'avez pas
vous n'avez aucune obligation de l'indiquer sur votre CV. C'est la loi, donc aujourd'hui, c'est discriminatoire, donc vous n'avez aucune obligation de le faire. À vous de voir si vous souhaitez ou pas le faire, vous pouvez le faire, mais vous n'avez aucune obligation. Est-ce que je suis pour moi, je suis pour un maximum de transparence. L'âge ne me pose pas de problème parce que de toute façon, à un moment donné, je vais le savoir que la personne a tel âge. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de lui donner les clés pour s'auto-évaluer par rapport au poste. Quand on parle d'âge, on parle de candidats trop jeunes, mais de candidats seniors aussi, ou même de candidats qui sont à loin de leur parcours, qui veulent peut-être minimiser parce qu'ils changent de carrière ou parce que et donc forcément l'âge va poser un problème. Moi, je pense que l'âge est un faux problème. Ce qui est important de savoir, c'est de savoir si cette personne correspond au projet que je lui propose. Est-ce qu'elle est motivée par le poste? Est-ce que si j'ai un projet à moyen à long terme, est-ce que cette personne a l'âge de le mener à bout? Mais encore une fois, l'âge pour moi est un faux problème. Ce qui est important, c'est d'évaluer les compétences. Parce que avec l'âge, du coup, vous vous fermez à plein de candidats intéressants. Et ça, c'est mon job à moi en tant que recruteur et à Loïc et toute mon équipe de motiver les recruteurs à s'ouvrir par rapport à cette thématique d'âge, en fait. Voilà. Alors, sur d'autres remarques, oui, la maturité professionnelle qui revient, bien évidemment. Lucie qui dit une femme qui a 30 ans et un seul enfant a toujours peur, oui, mais c'est un faux problème. Si vous êtes capable de mener la mission qui vous est confiée, dans le cadre en plus des horaires qui sont proposés, n'ayez aucune crainte. Et des jeunes femmes qui ont un enfant qui sont célibataires, il y en a plein, vraiment. Il y en a énormément. Donc, il ne faut pas se rajouter des contraintes en réalité. C'est à vous de savoir si vous pouvez ou pas occuper une fonction. Et puis, il y a aussi la bienveillance des employeurs aujourd'hui, qui est une réalité. Il y a la marque employeur. Aujourd'hui, l'employeur, à qui ça pose un problème, ces choses-là, l'âge, le fait d'être célibataire avec des enfants ou autre, c'est les employeurs qui vont avoir du mal à recruter. On en reviendra là-dessus, hein, mais la marque employeur, c'est essentiel aujourd'hui pour attirer des bons profils. Donc, logiquement, ces problématiques-là vont disparaître au fur et à mesure, mais c'est vrai aussi qu'il y a encore des pratiques qui ne sont pas terribles de la part des recruteurs. C'est vrai. Véronique qui nous dit la relation de confiance entre le recruteur et le candidat est effectivement essentielle. Moi, je pense que tous les recruteurs vous le diront, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, et les uns et les autres. Et je voudrais qu'on termine par ces thématiques-là. Patrick, une question en 2 mots. Qu'est-ce que exactement la marque employeur? La marque employeur, c'est la manière dont une entreprise va être connue sur le marché de l'emploi à partir de ce qu'elle publie, de ce qu'elle représente, de ses valeurs, mais aussi de son comportement réel. Ce n'est pas que du déclaratif. La marque employeur, c'est comment partagent les candidats une expérience candidat. Aujourd'hui, quand vous êtes recruté par une entreprise qui a une procédure de notre âge, les candidats sont en mesure de dire cette entreprise-là, je n'irai pas, et ils peuvent le faire savoir. C'est ça pour moi la marque employeur. C'est de l'éthique de la communication, c'est clair. On est dans donner l'envie à des gens à venir chez vous, mais à partir de choses réelles et des choses vraies et des choses qui sont partagées. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur les collaborateurs pour véhiculer la marque employeur interne, comme dit Camille également, puisque vous devenez, en tant que recruteur, ambassadeur de votre entreprise ou en tant que candidat ou collaborateur. Okay, je vais rapidement aborder les dernières questions. Jean-Michel a bien raison, on n'a pas donné de détails sur sa vie sur un CV. Alors, clairement, on peut ne pas le faire et on peut le faire. C'est à vous de voir. Stéphane qui nous pose une question. Augustin, que penser des CV où des compétences sont auto-évaluées par le candidat avec des... Ouais, donc en fait, quand vous mettez les étoiles, vraiment, faites l'effort ou des histogrammes que ça corresponde à la réalité. Je prends l'exemple des langues. Très souvent, ça ne correspond pas à la réalité. Okay, donc, si vous le faites, faites-le réellement. Et vous, en tant que recruteur, quand vous avez des histogrammes ou des étoiles, vérifiez les choses. Parce que c'est clairement un indice c'est un indicateur. Alors, Lucie, je suis RH, cela me choque aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous choque, Lucie? J'ai peut-être raté la question qui est juste avant. Son CV est anonyme, sa carte de visite. Alors, désolé, j'ai peut-être raté cette question. Je ne sais pas si Loïc peut m'aider là-dessus.
ou m'aider à voir lesquels sont en. Alors, on parle des gosses, ok, les enfants, d'accord, ok. Bon, clairement, on n'avait pas à indiquer votre situation familiale sur votre CV. C'est pas du tout une obligation et je pense que ça n'a aucun intérêt. En revanche, si à l'occasion d'entretien, vous voulez donner des infos sur ce que vous faites, sur votre implication culturelle, sur votre façon de vivre, ça c'est votre problème, mais ça sera jamais de la part de la question qui sera posée par un recruteur. Nous, on ne vous posera jamais la question de savoir si vous avez des enfants ou pas. En revanche, je vous demanderai si vous êtes disponible le samedi matin ou si vous êtes disponible le mercredi après-midi. Ça, c'est très important que le recruteur donne les infos aux personnes pour savoir si elles correspondent ou pas au poste, y compris en termes de contraintes. Et même en termes de télétravail aussi, bien sûr. Et comme dit Loïc, de trous, ben oui, moi j'ai des candidats qui ont des trous, qui vous indiquent voyage à travers le monde après mes études. Mais il faut en revanche raconter une belle histoire. Soyez clair et utilisez cette expérience comme ce trou comme une expérience. Ça ne me dérange pas du tout en tant que recruteur d'avoir affaire à cette notion de trou. Clairement, pour moi, un trou n'est pas un problème. De l'instant où vous êtes capable de, de vraiment justifier cela et le valoriser. C'est pour vous mettre en valeur. On a des très bons postes sur ce qui est interdit de demander. De toute façon, les questions discriminatoires sont clairement cadrées par la loi. L'âge, le lieu d'habitation, la situation familiale, la religion, votre engagement politique, tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas demander en tant que recruteur, et que vous n'avez pas à mettre dans le CV. Alors, Michel, bonjour Michel, bien entendu, la santé, ça c'est un sujet qui est clairement interdit d'aborder à l'occasion. Mais en revanche, j'ai des candidats qui me mettent sur le CV qu'ils ont un handicap ou autre. C'est leur choix, ils veulent le signaler à l'employeur, mais à aucun moment je peux l'écarter par rapport à ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la santé, c'est un peu comme une compétence, quoi. Est-ce que vous pensez vous-même être capable de répondre aux contraintes du poste? Si le poste ne demande pas de porter des charges, il y a peut-être certains handicaps qui ne peuvent même pas être traités, en fait. Voilà. Donc, et puis, comme dit Aurélie, les entreprises ont intérêt, et je reviens à la marque employeur, hein, et pas que aux contraintes légales, à recruter des personnes qui ont des handicaps pour plein de raisons, des raisons fiscales, mais aussi pour ne pas se fermer à des compétences, clairement. Je tiens à vous le dire, ce serait dommage de perdre certaines compétences. Bon, écoutez, on arrive au bout, il y a plein de trucs à dire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est. Alors, tout d'abord, sachez que vous allez recevoir un mail avec l'étude tout à l'heure et le replay. On a sur LinkedIn une page Florian Manson Institute. Je vous invite à tous de nous rejoindre tout au long de la semaine pour échanger, pour parler de tous ces sujets autour du CV trompeur. Je vous attends nombreux avec Loïc, avec Florian, avec Stéphane, avec toute l'équipe. Je tiens aussi à remercier mes associés avec qui je travaille depuis des années sur ces études. Géraldine qui m'a aidé à la construire, Noémie qui m'a aidé à préparer ces visuels. Et donc, vous dire que voilà, on va se retrouver maintenant sur les réseaux sociaux. Je verrai bien que vous continuez la discussion là-dessus. Je vais rapidement aussi vous annoncer, avant de vous quitter et de vous permettre de retrouver vos postes respectifs, l'actualité du cabinet. Tout d'abord, le manager doit-il aimer ses collaborateurs? Notre prochain webinar qui va être animé par Florian Mention le 6 octobre. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et bien entendu, le webinar qui va être organisé par Loïc, animé par Loïc, mon associé, Ne prospectez plus, communiquez, le 10 novembre, donc sur notre plateforme Livestorm. Venez très nombreux. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et j'espère que vous avez beaucoup appris et pris du plaisir avec cette présentation. Moi, je me suis régalé parce que je trouve que c'est toujours sympa de vous avoir en ligne aussi. Et je vois que le débat continue. Donc, continuons sur les réseaux sociaux ensemble et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne. Je reste un peu connecté pour vous laisser à tous vous dire au revoir les uns les autres. Et merci d'avoir été très nombreux encore une fois présents à l'occasion de cette présentation. Et à tous ceux qui nous remerciaient pour les webinaires, bien entendu. Je vous passe une bonne après-midi à tous, ou bonne sieste pour ceux qui ont la chance.
Allez faire leur sieste. À très bientôt. David est en train de taper. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et à Stéphane Casanova depuis la